Bonsoir. Bonjour, aujourd'hui on va parler des modèles d'appareils qu'on peut utiliser pour faire de l'astrophoto, et en fait c'est pas du tout compliqué. Donc faut savoir une chose, c'est que n'importe quel réflexe qui possède un mode manuel peut faire de l'astrophoto, que ça soit du bas de gamme jusqu'à du haut de gamme bien évidemment. Voilà, pour exemple le 350D qui est sorti en 2002 et quelques, et ben aujourd'hui il y a encore des amateurs, enfin des professionnels, ils sont quand même amateurs, mais voilà, pour moi c'est des pros. Ils l'utilisent encore parce que il est très très performant, c'est un numérique, voilà, il a un capteur qui fonctionne très très bien. Et il est sorti en 2000 et quelques. Alors d'ailleurs, on va pas parler de caméra CCD dans cet épisode, puis on va pas parler non plus de caméra vidéo astronomique, c'est vraiment axé sur les réflexes, tout simplement les réflexes, les APN. Donc tout d'abord, quel modèle choisir? Eh bien si vous en avez un, c'est que vous avez déjà le meilleur en soi. Il vous faut juste un réflexe avec un mode manuel, et ouais, je vais me répéter, mais au moins ça rentrera. Alors pourquoi on peut pas prendre un compact? Parce que les compacts ne peuvent pas supporter une pause longue. Je crois que c'est grand max une seconde ou un truc comme ça. Les bridges, c'est pareil, le capteur est fait d'une telle manière que ils peuvent pas supporter. Les réflexes peuvent, avec la PSC, plein format et tout ça, les réflexes peuvent. Donc voilà, pour commencer, le vôtre est déjà très suffisant. Que ça soit le 1300D, 2000D ou le Nikon D5600. Bon, je sais pas, je m'y connais pas en Nikon, donc voilà, les bas de gamme d'aujourd'hui dépassent la technologie qu'on avait il y a 20-30 ans. Bon, sans penser à Hubble, bien sûr, mais... Donc ouais, c'est vraiment vraiment suffisant. Et si vous n'avez pas de réflexe encore, eh ben tout simplement prenez un bas de gamme, ou un entrée de gamme. Enfin, ça dépend de votre budget, mais vous pouvez prendre un entrée de gamme si vous souhaitez faire que de l'astro ou de la photo. Après, même pour la photographie en général, un entrée de gamme c'est très suffisant. Après, si vous continuez vraiment dans la discipline, eh ben vous prendrez un 6D, enfin une gamme supérieure quoi. Mais pour commencer, ouais, vaut mieux prendre un entrée de gamme, parce que si vous n'êtes pas très très motivé pour avancer, pour vous améliorer, autant acheter un truc pas trop cher au début, et puis laisser tomber après quoi. Vous devez garder en tête que votre investissement doit se porter sur les objectifs. Enfin, pour l'astrophoto sans télescope, bien sûr. Mais ouais, les objectifs sont beaucoup plus chers et beaucoup plus importants. Alors en termes de modèles aussi, je connais les Sony, j'en ai pas, mais je les connais et ils ont un... Comment dire? Enfin, il y a un inconvénient et un point positif, parce que ils sont très très bons dans la montée en ISO. Voilà, ils ont très très peu de bruit, mais en fait j'ai appris il y a pas longtemps, c'est avant d'écrire mon texte, enfin c'est après avoir écrit mon texte, j'ai appris qu'il y avait un algorithme qui s'appelait le Star Eater, enfin non, qui était nommé par les utilisateurs Star Eater, parce que justement cet algorithme qui fait en sorte que le bruit ne monte pas, enfin, plus on monte les ISO, plus il y a du bruit. Et les Sony, il y a très peu de bruit même si on monte les ISO. Et c'est à cause de cet algorithme qui fait en sorte qu'il y a très peu de bruit que les étoiles se mettent à disparaître avec certains modèles de Sony. Donc il y a le A7, le A7S, le A7R Mark II, et le A7R Mark I, c'est seulement en mode bulb. Oui, je lis mon écran. Donc voilà, c'est un algorithme qui n'est pas désactivable et qui s'active après 3,2 secondes, je crois. Du coup, ça vous ruine toutes vos photos. Voilà, Star Eater. Alors pour rentrer un petit peu dans les détails, il y a des séries de réflexes qui sont spécialisées dans l'astrophotographie. Il y a Canon qui a commercialisé un... Bon, je sais pas trop comment en parler en fait, mais moi mon modèle c'est un 60D. Et il existe le 60D-A, et ce 60D-A en fait, A pour astronomique, et il est prévu pour l'astronomie. Alors comment, vous allez me dire? En fait tout simplement c'est que le capteur a été défiltré partiellement, parce que un capteur comprend un filtre infrarouge qui permet de faire en sorte qu'on puisse voir dans la lumière visible. Et là ils l'ont défiltré partiellement, ça veut dire qu'ils ont modifié le filtre, et on voit plus dans les infrarouges du coup. C'est plutôt pratique parce que les nébuleuses et tout ça émettent beaucoup dans l'infrarouge. Et alors c'est pas vraiment l'infrarouge d'ailleurs, c'est plus vers 630 nanomètres je crois. C'est l'hydrogène qui émet beaucoup dans une certaine raie. Et disons que cette raie est bloquée par les capteurs normaux. Et le capteur défiltré de cette série astrophotographique de Canon, disons que ces capteurs qui sont défiltrés laissent passer la raie hydrogène alpha, qui est une raie qui est vers 630 nanomètres, et c'est une raie d'émission d'ailleurs, oui, qui est beaucoup émise par les nébuleuses.
Galaxy c'est peut-être autre chose, mais en tout cas nébuleuse ça fonctionne bien. Donc voilà, pour Canon il existe le 60DA, le 70DA, le 80DA je crois. Après je suis pas trop certain, je connais que le 60DA que je n'ai pas d'ailleurs. Et pour Nikon c'est pareil, hein, je connais pas du tout. Donc voilà, par rapport à un appareil sans le A, donc le 60D, il n'y a aucune différence, hein. C'est le même processeur, c'est les mêmes boutons, enfin il n'y a rien qui change, mis à part ce filtre. Et puis le prix c'est le même à peu près je crois. Oui c'est le même. Donc voilà, ça change pas grand chose mis à part le filtre. Par contre vous pourrez pas l'utiliser en photographie normale tout simplement. Sinon vous aurez tout le temps... En fait j'ai jamais vu à quoi... Enfin, j'ai cherché à quoi ça pourrait ressembler de prendre une photo normale en plein jour avec cet appareil, mais j'ai pas trouvé. Donc si vous l'avez déjà fait, dites-moi. Et puis je cherche pas vraiment à trouver cet appareil, donc je verrai pas en fait. Ah oui voilà, 656 nanomètres, pas 632. Alors quel objectif choisir? Et bah ça j'ai écrit un article pour ça, et je vous conseille d'aller lire, parce que j'ai pas encore filmé de trucs sur ça. Et dans cet article j'explique ouais, les différentes manières de faire de la photo du ciel, avec les différents objectifs qu'il faut, et tout ça, et tout ça. Donc vous trouverez ça dans la description. Alors, quel capteur choisir, du coup parce bon, si vous connaissez déjà, il y a les APS-C, les pleins formats, les micro 4 tiers, tout ça. Donc si, imaginons que vous avez un budget infini, bien sûr, eh bien je vous conseillerais du plein format si vous voulez faire du grand angle, donc Voie lactée, constellation, tout ça. Mais si vous voulez faire du ciel profond, alors là il va falloir faire petite concession en fait. C'est mieux de prendre de la PSC grâce au crop factor. Ouais. Donc le crop factor, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement le fait que votre image se rétrécit peut... Oh, c'est un peu compliqué, mais c'est pas compliqué en fait. C'est juste capteur petit, image plus petite. Voilà, c'est tout. Enfin, angle de vision plus petit. Et dans le ciel profond, on va photographier des objets qui sont très petits. Du coup, bah, autant prendre un capteur déjà petit pour profiter d'un zoom plus grand qu'on aurait eu avec un plein format. Même si c'est un petit peu moins lumineux. Et dans le cas où vous voulez juste faire de la Voie lactée, bon ça va pas être bien compliqué en plus, et ben prenez un plein format, parce que le plein format prend plus de lumière, le bruit est atténué, enfin bref plein de choses. Le bruit dans le ciel profond on s'en fout, puisqu'on fait du stacking. Voilà. Il y a que des avantages à prendre un APS-C pour le ciel profond, il y a que des avantages à prendre un plein format pour la Voie lactée et tout ça. Alors à propos des mégapixels, dites-vous que vous en aurez toujours plus, enfin trop. Et c'est un petit peu, c'est pas compliqué, mais en gros, si vous en avez 8 sur votre appareil, ouais, ça fait un peu short. Mais 18, c'est très bien. Il y a des Nikon qui en ont dans les bas de gamme, enfin les entrées de gamme, qui en ont dans les 24 et tout. C'est énorme, ça fait des photos vraiment lourdes. Et vous n'avez pas besoin d'autant de détails. Ouais, 18, c'est amplement suffisant, quoi. Souvenez-vous d'un truc, c'est que la 4K, c'est du 8 mégapixels. La 4K. Oui. Parce qu'en soi, bah, vous faites 4000 x 3000 et quelques... non, 4000 x 2000 et quelques. Et ça vous donne 8 millions de pixels à peu près. Je me souviens plus des dimensions de la 4K, c'est un peu... on s'en fout. Donc voilà, alors... 18 mégapixels, c'est déjà énorme. Et puis, si c'est pour mettre sur Facebook et tout ça, bon bah... déjà Facebook... ça a un nom, la merde, comment ça s'appelle? Compresse les photos. Du coup, bah, dans tous les cas, la photo sera de moins bonne qualité qu'elle ne l'est à la base. Et voilà à quoi ressemble une photo en 1080p sur une photo en 18 mégapixels. Donc dans tous les cas, vous pourrez cropper vos photos, enfin... ouais. J'ai pas grand chose à dire sur ce point, faut juste retenir que vous en aurez toujours trop. Mais 8 commence à être short, même si c'est 4K, mais 18 c'est très bien. Alors il y a la possibilité de défiltrer son appareil. Ça consiste à, comme vous l'aurez compris, enlever le filtre infrarouge du capteur, mais il y a des inconvénients. Alors déjà, si vous le faites totalement, bah, vous ne pourrez plus faire une mise au point à l'infini. D'ailleurs, vous ne pourrez plus faire d'autofocus tout court. Et si vous le faites tout seul, vous avez une énorme chance de bousiller votre matos, donc autant pas le faire. Et ça coûte à peu près 400 €, je crois, à le faire par un professionnel.
Mais sinon, il y a le défiltrage partiel qui consiste à remplacer le filtre par un autre filtre neutre, ou alors le remplacer par un autre filtre qui n'est pas neutre. Après, je me souviens plus, je sais qu'il y a 3 méthodes, mais ouais, je crois que c'est ça, c'est remplacer par un filtre neutre. Il y en a une troisième. Alors ça pourrait être super pratique parce que du coup vous aurez beaucoup plus de détails dans vos photos du ciel, surtout le ciel profond. C'est plus avantageux dans le ciel profond. Mais en photographie diurne, vous pourrez plus rien faire. Diurne, ça veut dire en plein jour. Et oui, vous ne pourrez plus rien faire parce que du coup vous aurez de l'infrarouge partout. Et ouais, vous pourrez plus rien faire, ce sera toujours... les photos seront... Je sais pas quoi dire moi. Et vos photos seront à jamais dédiées pour l'astrophotographie. Bon, c'est génial, mais... c'est un coup, hein. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère que ça vous a plu. Si l'astrophotographie vous intéresse, n'hésitez pas à télécharger le petit guide que j'ai écrit. C'est sur mon site et puis vous le recevez sur votre boîte mail. Voilà, c'est un petit guide d'une 40aine de pages, non peut-être 50 pages. Et peut-être comme s'il l'avait pas écrit lui-même. Et en fait j'explique comment bien débuter, les trucs à faire, à ne pas faire, comment faire du ciel profond, comment bien faire de la Voie lactée, tout ça, les objectifs, l'appareil, bon du coup vous le savez maintenant. C'est à peu près tout, bien sûr il est gratuit. Et puis moi je vous dis à la prochaine.